Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée, eh bien rien ne bouge. On débutera avec Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité et nous sommes mardi et donc on parlera de nouvelles technologies avec notamment l'association Wibash, mais nous recevrons aussi Walter Bajazé qui est directeur de la société Ecosoleil avec qui on parlera notamment de développement en énergie solaire. Ce sera un peu la thématique de ce soir, les nouvelles énergies et le développement durable. Mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le mardi 19 janvier 2021 et voici les titres de ce journal. Du Covid-19 et les chiffres sont toujours stables et même en baisse. Et en parlant de baisse, notre démographie l'est aussi. Un triste bilan dressé par l'INSEE qui nous indique qu'en 10 ans, nous avons perdu 20 000 habitants. Et puis nous irons à votre rencontre voir ce que vous pensez de la septaine recommandée par les services publics pour les personnes entrant sur notre territoire. Et qui plus est, ce soir, je recevrai Damien Lurel, qui est le créateur de Fond l'Esprit Coco, un jeu 100% basé sur des légendes créoles. Et retour tout de suite sur le dernier point Covid tenu ce jour par la préfecture et l'agence régionale de santé. Aucune surprise, la situation épidémiologique est stable et même en baisse. Sur 3154 tests réalisés, 77 personnes ont été testées positives, soit un taux de 2,4%. Le taux d'incidence, lui, est de 20,43 contre 23,61 la semaine dernière. Le facteur R n'est toujours pas calculé. Voilà plus d'un mois maintenant. Et sinon, on compte 4 personnes qui sont actuellement hospitalisées en réanimation et 2 personnes qui sont décédées dans le courant de la semaine. Et en ce qui concerne l'aspect sécuritaire, eh bien, le préfet de région, Alexandre Rochat, est revenu sur les mesures de contrôle aéroportuaire renforcées et l'organisation d'événements illégaux qui a conduit à la garde à vue d'ailleurs de 2 organisateurs du Zion Park en l'occurrence. Regardez. En Guadeloupe est plutôt une situation stable, descendante, si je peux dire ça comme ça. Une légère petite diminution, plutôt je l'interprète pour l'instant une stabilité. Donc évidemment c'est plutôt positif parce que nous avions tous une crainte après les fêtes de fin d'année. Donc même si on observera encore la semaine prochaine pour être sûr, mais on voit bien quand même que nous avons une stabilité. Donc ça c'est une bonne chose. Évidemment, nous sommes tous, et Monsieur le Préfet l'abordera, tous dans l'inquiétude des nouveaux variants. Ce variant n'est pas présent sur notre territoire, n'est pas présent non plus dans les îles du Nord. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait une petite inquiétude avec un cluster avec des personnes de nationalité britannique. Et donc les résultats qui nous ont été retournés sont négatifs. C'est-à-dire les personnes ont le Covid, mais le Covid classique, il ne s'agit pas de variant. Ceci étant, il va falloir évidemment protéger notre territoire au maximum et Monsieur le Préfet y reviendra. Pour ce qui concerne la vaccination, au moment du décompte hier, nous étions à 449 personnes vaccinées. Ceci étant, le pharmacien du CHU nous a confirmé encore tout à l'heure lors du comité des élus qu'il avait eu des commandes au total maintenant de 900 doses. Ce qui veut dire que nous avons effectivement ces 449 personnes réellement et factuellement vaccinés, mais nous avons eu des gens qui sont prévus dans la semaine pour se faire vacciner. C'est pour ça qu'on a sorti ces 900 doses. Au-delà de ces 900 doses au total sorties, nous avons aussi des personnes qui ont commencé à se positionner pour des rendez-vous auprès de Riposte, et c'est de l'ordre à peu près de 450 personnes. Donc j'ose espérer que d'ici la semaine prochaine, on aura dépassé les 1000 personnes vaccinées sur notre territoire. Au départ de l'Hexagone, ou au départ de tout lieu de départ à l'étranger, je pense à la Belgique, puisque vous savez que Air Belgium dessert aussi les Antilles, que seul le test PCR serait accepté, et plus seulement le test antigénique, parce que la certitude du test PCR est supérieure à celle du test antigénique s'agissant des variants.
Deuxième mesure qui a été décidée, c'est qu'à l'arrivée sur un territoire ultramarin en venant de l'Hexagone, il y ait une obligation volontaire de s'isoler pendant 7 jours. Je reviendrai sur ce concept d'isolement. Le décret parle d'isolement prophylactique, celui qui empêche donc la transmission de la maladie. Et puis qu'à l'issue de cette période d'isolement de 7 jours, on s'engage à réaliser un test pour vérifier qu'on n'est pas porteur de ce virus. Ça veut donc dire que quand on est dans cette position d'isolement pendant une semaine, on ne peut pas aller sur les plages se mélanger avec les autres touristes, on ne peut pas aller au restaurant à l'extérieur, on ne peut pas aller pratiquer de la marche en montagne. C'est une mesure de mise en isolement volontaire. Donc de fait, il n'y aura pas de contrôle strict qui pourra être organisé. En revanche, de la pédagogie, de l'information, oui, on va travailler notamment avec les communes pour que sur les ressorts des communes, avec des équipes qui seront dévolues à cela, les gens puissent aller vérifier que des gens qui doivent être en septaine le sont bien. Mais ils ne pourront pas le contrôler et on ne pourra pas le verbaliser. Et parmi les nouvelles mesures, nous avons donc cette fameuse septaine recommandée par la préfecture, un isolement donc volontaire qui ne sera pas contrôlé. Alors qu'en pensez-vous? Les réponses dans ce micro-trottoir de Michel Depape et Maxime Morel. Je pense que c'est le minimum à faire quand même. Il faut prendre des précautions. On ne sait jamais. On ne maîtrise pas tout, donc il faut faire attention. Il fallait s'attendre à ça. Si le Covid n'a pas fini de nous déranger, donc il fallait s'attendre à ça. Après, c'est la sécurité de tous. C'est sûr que c'est compliqué pour l'économie de la Guadeloupe, mais c'est la sécurité de tous. Depuis le début de l'épidémie, c'est ce qu'on demandait aux gens de faire. Ils peuvent voyager, mais en arrivant au pays, de quand même rester 7 jours en confinement, d'éviter les sorties. Et après, refaire le test. Et après, c'est normal. S'ils n'ont pas le Covid, ils peuvent circuler normalement. Moi, je pense que c'est une bonne mesure, mais pour l'économie de la Guadeloupe, ça va créer des difficultés puisque le tourisme commençait à venir en Guadeloupe et avec les 7 jours qu'ils doivent rester chez eux, ça va ralentir un peu l'économie. Mais si c'est pour notre santé, bon, je dis c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut protéger la Guadeloupe, les Guadeloupéens, comme tout le monde, comme tous les autres pays du monde, bien sûr. C'est vrai que le tourisme repartait correctement en Guadeloupe. Je ne sais pas si ça va être respecté par les touristes. Une chose est sûre, c'est que, comme le disent les professionnels, l'activité, le tourisme a baissé en Guadeloupe. Mais on ne peut pas casser du sucre seulement sur leur dos. Par exemple, nous, on est allé à la plage dimanche après-midi. Il y avait des jeunes qui étaient par vingtaine, par trentaine, qui buvaient, qui s'amusaient, qui faisaient la fête. Le Guadeloupéen même ne respecte pas les gestes barrières. Et il ne faudrait pas non plus qu'on nous dise que ce sont aussi les touristes qui ne respectent pas les gestes barrières. La police doit être plus présente, les gendarmes, là où il faut pour nous aider tous, tout un chacun, à faire ce qu'il faut. Que c'est la pire solution, c'est-à-dire que ceux qui sont scrupuleux, ils annulent, et ceux qui ne respecteront pas, ils viennent quand même. Voilà ce que j'en pense. J'ai des doutes, j'ai vraiment des doutes, mais après, il faut que ça soit respecté parce que c'est notre santé à nous, quoi. Donc on n'a pas le choix, quoi. Ça, j'en doute par contre, parce qu'il faut des moyens logistiques assez importants pour contrôler, donc il faut mettre en place un système qui permettent de suivre à la trace les gens qui arrivent. Et ça, je ne sais pas si ça a été fait. Du tout. Pas du tout. Le but de l'épidémie, ils n'ont pas respecté, c'est pas maintenant qu'ils vont le respecter. Je pense que toute personne a une conscience, donc on ne va pas les surveiller. Donc je pense qu'il y a certains qui vont respecter et il y en a d'autres qui ne vont pas le respecter. Donc c'est la conscience de chacun. Je ne pense pas totalement, mais je pense que ça va être respecté quand même en partie. Si les gens sont consciencieux, ils vont respecter, mais sinon, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque personne. Moi, personnellement, je sais, si je vais dans un pays étranger, ils me disent qu'il faut le respecter, je vais le respecter. Et le préfet l'a annoncé, il n'y aura pas de suivi ou de contrôle opéré pour savoir si vous respectez cette septaine ou pas. Et régulièrement accusés de prendre la population en otage, les agents du SIAG recadrent les médias de l'île. Lassés de servir de bouc émissaire, ils sont montés au créneau pour dénoncer le mépris affiché quant à leur devenir. Dans un dernier courrier aux élus, le ministre de l'Outre-mer, M. Le Cornuche, indiquait procéder à la dissolution du SIAG au 1er février si aucune entente n'est trouvée pour le transfert de la masse salariale notamment. On fait le point.
Aujourd'hui là, nous avons fait une conférence de presse pour nous informer la population, nous, comme ils savaient que nous toujours avant-gardistes de toute bite qui peut prendre une mauvaise tournure au SIAG et nous tentons qu'on courrier sorti en main à ministre là disant comme quoi que si les grandes instances de Guadeloupe pas qu'à mettre au diapason pour que les choses soient correctement en vue des syndicats uniques là, donc l'UNICA risque d'une dissolution imminente du SIAG au 1er février. La presse expliquez-moi le problème là ça. Parce que c'était pour ça l'histoire pour dire que les gars d'autres fois de l'idée pas pour non, moi j'en ai rien ici. Pourtant moi j'en suis sorti hein. Nos collègues qui dans la mouise là. Ça pas normal non plus. Mais tout le monde est dans la présomption d'innocence. Pourquoi ça les dons nous autres veut cracher? Et donc comment on a fait papier si c'est nous là ça? On va penser que bon là ça a tourné. Pas couper un monde là. Parce que nous allons montrer mon aller là, sur les 100 pour fermer la population là 5 jours, et pour ne pas parler. Et nous savons que pour les choses passer correctement avant 1er février, il faudrait que les salariés à le SIAG, y compris nous-mêmes que nous défendons, tenir un courrier de transfert au moins un mois avant mais en nous qu'on la loi a stipulé parce qu'actuellement là payer ni un mois si c'est au 1er février et nous allons retrouver nous encore une fois hors la loi. Donc à niveau à ça nous très créatifs, nous attendons toutes sortes de gestations qu'a fait pour auditionner, pour pas auditionner monde pour ceci pour cela mais travailler qui en de l'eau même pour monde prochain vinn voyo. Nous interpellés par attitude à les deux présidents des deux collectivités qui justement suite à un courrier des ministres là, qui était une injonction de répondre à une demande qu'ils ont même fait, à savoir repousser dissolution à l'OSIAG et le ministre là conditionné et report là ça par le fait qu'il prend en charge masse salariale à l'OSIAG jusqu'au mois de septembre et jusqu'à présent, il y a beaucoup répondre, nous pas ni réponse à niveau là ça. C'est-à-dire que il y a un mois. Le ministre a un mois pour positionner aussi ça. Ni des lois qui autorisent à ce qu'un statut de droit privé et de droit public cohabitent ensemble dans la même institution. Si on t'a menti, chiché comme moi. Ils sont là, ils ont habité quoi? Oui, c'est ça, vous aurez répété citer les azotes. Que les agents du SAC ne sont pas des cons. Et qui savent pertinemment qu'il faut prendre le temps de mettre quelque chose de sérieux en place. Ils se sont renseignés, ils ont été jusqu'à Paris. Est-ce que vous aurez les couilles de le faire? Vous en tant que presse? Les salariés du SIAG pas ni réponse valable à ces deux présidents là ça. Ça veut dire que si on pas répondre automatiquement dissolution là qui est faite et une répartition qui est faite que jusqu'à présent qui est faite vers les EPCI, c'est ça nous savons, mais en même temps nous apprendre que des EPCI qui n'ont pas les moyens de recevoir ces salariés là. Donc nous avons une espèce de flou artistique. Je dis là, à la date d'aujourd'hui, donc celle qui nous demandé qu'il dit nous clairement qui position à eux par rapport à décision, par rapport à injonction à ministre là. Et aujourd'hui, nous avons reçu une communication justement du collectif de défense pour la défense qui s'occupe en ce moment de l'affaire de Claude Jean-Pierre, vous le savez, qui a été interpellé par la gendarmerie le 21 novembre dernier, qui est décédé quelques temps après des suites de ses blessures. Eh bien, les avocats tiennent effectivement à nous faire part de ce qu'ils ont vu dans cette vidéo, puisqu'ils n'ont pas été précis lors de la conférence de presse jeudi dernier. Eh bien, on va vous le dire, les images de la vidéoprotection qu'ils ont visionnées ne montrent pas de véhicule zigzagant, puisque M. Claude Jean-Pierre avait été accusé d'avoir été en état d'ébriété à ce moment. Donc pas de véhicule zigzagant, mais un véhicule qui se gare calmement au niveau de l'abribus et une voiture de gendarmerie qui se gare juste derrière. Des gendarmes qui descendent de ce véhicule et soumettent M. Claude Jean-Pierre à un contrôle d'alcoolémie par éthylotest. On voit un homme calme qui discute avec les gendarmes et qui n'est ni violent ni menaçant. Il est demandé donc à M. Jean-Pierre d'avancer son véhicule et de le garer à quelques mètres, ce qu'il fait en se garant juste derrière un véhicule de type utilitaire. M. Claude Jean-Pierre ouvre même la portière côté conducteur, pose sa jambe gauche au sol et discute avec les gendarmes. Il n'y a donc aucune notion de fuite et encore moins de violence de la part de M. Claude Jean-Pierre.
D'ailleurs, il ressort des images qu'une seconde voiture de gendarmerie arrive sur le lieu de contrôle semblant faire une ronde, que lorsqu'elle se retrouve à la hauteur du véhicule, eh bien l'un des gendarmes mis en cause se rapproche du véhicule et discute avec ses collègues qui partent quasiment aussitôt. Et si M. Claude Jean-Pierre effectivement avait été violent ou résistant, il est évident que les renforts se seraient mêlés. Et au bout de quelques minutes, alors que son véhicule est à l'arrêt, les images établissent donc que M. Claude Jean-Pierre est extrait violemment de son véhicule par les deux gendarmes qui l'ont contrôlé, dont l'un est parti au préalable mettre son gilet pare-balles. Et on voit que la partie supérieure, donc sur cette vidéo, on voit que la partie supérieure du corps de M. Claude Jean-Pierre coince, qu'il est tiré violemment de l'intérieur vers l'extérieur de son véhicule, qui fait un soubresaut lors de l'extraction et qu'il tombe immédiatement au sol inerte. Donc pendant que l'un des gendarmes retourne à leur véhicule, le second soulève M. Claude Jean-Pierre alors qu'il est déjà allongé au sol inerte. Et lors de ce geste-là, eh bien, la tête de M. Claude Jean-Pierre heurte le sol. Eh bien dis donc, M. Jean-Pierre Claude restera donc allongé au sol pendant de longues minutes alors que des badauds effectivement passaient dans le coin et demandaient ce qu'il se passait. Et le médecin légiste qui a donc pu visionner les images déclare que la luxation cervicale C4-C5 constatée au CHU est compatible avec les conditions de l'extraction et des compléments d'autopsie portant notamment sur l'étude anatomopathologique sont attendus et ce pour la fin du mois. Mais effectivement, on commence à entrevoir qu'est-ce qu'il s'est passé. Et on enchaîne effectivement avec la signature entre la ville de Basse-Terre et la préfecture de Guadeloupe qui se lance dans la phase opérationnelle du contrat Cœur de Ville qui vise à redynamiser l'activité de cette ville qui est un peu morte, il faut le dire. Plusieurs zones sont concernées, dont Rivière-des-Pères, le Carmel notamment, et devraient bénéficier de travaux de réhabilitation ou d'équipements pour la digitalisation. On est à l'heure d'Internet, vous le savez, le reportage. Pour nous, c'est un moment important pour Basse-Terre, pour le sud Basse-Terre. C'est la signature définitive de l'avenant Action Cœur de Ville qui permet de rentrer dans la phase opérationnelle. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, cette première étape a été franchie, c'est très bien. Les partenaires sont là, institutionnels, financiers, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut rentrer dans la phase opérationnelle, j'ai envie de dire la plus importante. La bonne nouvelle, c'est que le préfet a accepté de nous financer un chef de projet qui sera le pilote de ce projet Action Cœur de Ville pour faire en sorte que ce qui est pour le moment sur le papier devienne une réalité pour le bonheur de Basse-Terre et du sud Basse-Terre. On passe aujourd'hui en signant cet avenant qui est très symbolique, on passe de la phase de diagnostic, d'études amont, de détermination d'un projet à une phase opérationnelle. L'idée maintenant c'est de conduire tous ces projets. Vous avez vu, il y a 5 axes, il y a une quarantaine de projets que nous allons pouvoir soutenir, pas seulement l'État, aussi tous les partenaires qui sont avec nous, pour aider la commune de Basse-Terre à travailler sur son centre-ville et à le revitaliser. 29 millions, c'est ce qui est déjà mis sur la table. Sur le périmètre de l'Action Cœur de Ville, il y a d'autres projets qui existent aussi, qui vont aussi participer à ce travail. Il nous faut rééquilibrer la Guadeloupe, j'ai envie de le dire comme ça. Il y a un gros pôle sur la Grande Terre. Il faut que Basse-Terre et le sud Basse-Terre retrouvent une certaine dynamique parce que le potentiel y est. Il faut savoir que Basse-Terre est la plus petite ville en termes de surface de la Guadeloupe, mais 28% du patrimoine historique, monuments historiques de la Guadeloupe sont à Basse-Terre, cette petite ville de Basse-Terre qui est quand même le chef-lieu. Nous respecterons l'âme de Basse-Terre. Nous ferons en sorte que dans le centre-ville où on a des commerces, il y ait cet équilibre entre le commerce et un petit lieu où on peut se détendre, un espace où on peut se restaurer de façon à ce qu'on ait plaisir. On n'a pas raté le coche, ça fait partie des communes que nous accompagnons, mais il y a aussi les Abîmes et aussi Pointe-à-Pitre. Donc voilà 3 projets que nous avons au titre de la revitalisation des centres-villes, l'Action Cœur de Ville. Et vous savez que la semaine dernière, on a annoncé aussi un programme qui s'appelle Petite Ville de demain, qui va nous permettre de soutenir 5 autres communes. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'accompagner les communes, toutes les équipes qui ont été renouvelées ou qui ont été changées pour leur donner de la visibilité sur les 6 ans qui viennent, de travailler sur les centres-villes et la revitalisation de leur cœur. On va faire ça, Et de retour sur le plateau, je reçois maintenant Damien Lurel, qui est le créateur du jeu 100% légende créole, baptisé Fond l'Esprit Coco. Bonsoir Monsieur Lurel. Bonsoir Harold.
Alors ça fait longtemps effectivement qu'on demande qu'il y ait plus de création de jeux et de ludiques autour de nos contes, de nos légendes et de nos rites. Ça arrive, on voit que ça arrive. Donc qu'est-ce que font l'Esprit Coco concrètement? J'ai pas réussi à décoder, à savoir ce que ça pourrait être juste par rapport au nom Font l'Esprit Coco. Font l'Esprit Coco, c'est un projet qui a maintenant 6 mois qu'on a entamé avec une envie de revendication culturelle et identitaire. Donc Font l'Esprit Coco, en fait, c'est une connotation un peu créole et en fait c'est volontaire. Ça fait penser c'est le nom imaginaire d'une commune créole. Et ça rappelle un petit peu des consonances comme fond cacao, les grands fonds, voilà. Mais là, on a l'esprit dedans. Voilà, donc c'est pourquoi... l'esprit ou... Soukounien genre ou... Exactement, Harold, puisque là, en fait, on va parler des légendes créoles, dans leur pluralité d'ailleurs, puisqu'on a le soukounien, mais on a le quimboisais, on va avoir des personnages créoles, on va avoir la maquerelle, le coupé-conne. Et donc voilà, l'idée c'est aussi d'avoir des jeux qui nous ressemblent, des univers qui nous ressemblent, puisqu'on parle de jeux de société. Donc les jeux de société, ce sont des reflets de la société. Sans jeu de société créole... Où est la société créole? Où est la société créole? Voilà, c'est donc on s'inscrit dans cette dynamique-là et puis on espère que pour l'instant ça se passe bien pour nous, on espère que ça continuera. Alors, mais on va rentrer dans le vif du sujet. En quoi consiste le jeu, concrètement? On se retrouve dans cette ville, le Font l'Esprit Coco, et que s'y passe-t-il? Alors, Font l'Esprit Coco, c'est des chants de canne. Donc, comme on voit d'ailleurs, derrière Info, Canal 10. Le hasard n'existe pas. Pardon? Le hasard n'existe pas, absolument pas, voilà. Donc c'est des chants de canne, Font l'Esprit Coco. Et bien sûr, c'est un univers un peu, une ambiance, voilà. Donc, on va avoir des séries de nuit et de jour. En fait, l'idée nous est venue en jouant au loup-garou, mais aussi à d'autres jeux un peu oraux que les gens adorent en ce moment. Et en fait, on s'est dit, mais pourquoi il n'y a pas une version qui nous ressemble? Donc c'est parti de ça. Donc comment ça se joue? C'est un jeu de rôle. En fait, les joueurs vont être installés autour du plateau. C'est quelque chose qui se joue en famille, entre amis. Et donc chacun va incarner un rôle. Donc chacun va incarner un rôle. On va pouvoir incarner le coupé-conne. Voilà. Et donc si je peux être le quimboisais. Tu peux être le quimboisais. Voilà. Et donc l'idée c'est que tu peux être le maufoisé même. Voilà. Et donc l'idée c'est qu'en fait chacun va incarner un rôle qui aura un pouvoir, qui aura un rôle. Et donc c'est par équipe. Il y a 3 grandes équipes. Il y a les honnêtes voisins, le voisinage. On a les monstres créoles, donc qui essaient d'attaquer les honnêtes voisins. Et on a aussi des monstres solitaires qui viennent aussi se mêler à tout ça et qui roulent un peu pour eux, quoi. D'accord. Donc voilà. On imagine que les monstres attaquent le village. Exactement. Comment on se défend? Alors, c'est de la tactique. Faut savoir repérer les menteurs, les fauteurs de troubles. Voilà. Donc la nuit, les monstres créoles attaquent. Certains personnages, comme par exemple la maquerelle, vont se réveiller la nuit. Ils vont pouvoir... Si il était dormi déjà. Oui, voilà, c'est ça. Et donc après, à la journée, on va essayer de savoir qui étaient justement ces monstres créoles, qui étaient en fait les méchants, qui ont fauté le trouble, et voilà. Et donc au fur et à mesure, les taux se resserrent, et donc les voisins doivent trouver les monstres créoles et les éliminer. Voilà. Donc c'est un jeu à jouer entre amis, voilà, à partir de 5 personnes jusqu'à 14, à jouer en famille, entre amis, voilà. Donc 5 personnes minimum, 3 équipes doivent être constituées. Donc c'est vraiment un jeu familial, quoi. C'est vraiment un jeu familial. Après, on n'est pas obligé d'avoir 3 équipes. On peut avoir que 2. À partir de 2, ça marche. On n'est pas obligé d'intégrer. Des monstres et des villageois. Voilà, exactement. On n'est pas obligé d'intégrer tous les personnages dans la partie. C'est vraiment voilà. Donc nous, on a fait un livret aussi où on précommande de mettre ça, de mettre ci, et voilà. D'accord. Le projet sortira quand, a priori? Eh bien, là, c'est disponible en précommande aujourd'hui. Donc, sur notre site internet, carré-tropical.fr/ Font l'Esprit Coco tout collé. Donc, pour tous ceux qui veulent soutenir le projet, eh bien, dès 39 €, ils nous soutiennent. Et nous, dès que le jeu sort,
on leur envoie leur boîte. Donc en fait, ils n'ont pas non plus soutenu dans le vent. Et voilà, ça permet aussi à un projet comme celui-ci de voir le jour. Et surtout sur... Ce qui est très intéressant, c'est que ça nous permet de travailler justement notre imaginaire guadeloupéen. Donc pour les enfants et la transmission, ça peut être très 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 sympathique quand même. Et donc c'est avec des dés, je sais pas, il y a de dés ou pas? Non, alors on a en effet un plateau de jeu. On a un plateau de jeu et on va avoir aussi des jetons d'action. Et en fait, les jetons d'action, donc là on a le jeton d'action du Dorlis. Parce qu'on va retrouver plusieurs monstres, pas que guadeloupéens ou guadeloupéens, on va dire. Donc il y a les Dorlis dedans aussi. Voilà, puisque le Dorlis c'est un monstre d'origine martiniquaise. Ouais, c'est plus martiniquais. Voilà, exactement. Et donc en fait, ça va permettre de retracer qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit. Donc en fait, par exemple, on a le personnage... C'est vraiment une enquête. C'est ça. C'est mener une enquête. Voilà, c'est ça. D'accord. Puisqu'on a aussi des indices, des gens qui vont nous aider. On va avoir le gardien des affaires qui va venir. Eh bien oui, le gardien des affaires va venir tirer la corde de quelqu'un. Il va voir qu'en fait c'est la corde d'un tel. On a le docteur là qui a vacciné Moon. Donc il va déposer son petit vaccin pendant la nuit et hop, au réveil, on va avoir des choses. Vaccin Guimel Grazier. Ah mais en même temps, son docteur. Son docteur. Parce que j'ai aucun boisé. Il caba mon Guimel Grazier. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Monsieur Lurel, d'être venu sur ce plateau nous présenter ce nouveau jeu, donc Fond l'Esprit Coco, un jeu 100% basé sur nos légendes et contes créoles. N'hésitez pas à en faire l'acquisition. Il est en précommande pour l'instant et devrait sortir très prochainement. On devrait se faire une petite partie, un de ces quatre, pour voir comment ça marche. Il faut qu'on se réserve ça, Harold, bien sûr. Très bien. On n'a plus le mot. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, 1 heure de débrief sur l'actualité. Et ce soir, nous parlerons de nouvelles énergies, des énergies dites renouvelables entre guillemets. Et à cet effet, je recevrai des membres de l'association WeBash, comme tous les mardis. Ce sont nos spécialistes du numérique et des nouvelles technologies. Nous aurons notamment Yoël Pépin et William Leblanc. Mais nous aurons également Monsieur William Bajazé, qui lui est directeur de la société EcoSoleil. Et il nous parlera plus amplement justement de cette énergie solaire qui est largement sous-utilisée, il faut le dire. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Nadia Nad, bonsoir à Teddy Bamberg, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Anisti Van Potino, bonsoir à Jimmy Kamagouva-Aliar, à Lydia Luce, bonsoir à Gronaël Quero, bonsoir à Suzanne Galaor, à Christelle Hayes et à Nawen Laura, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux, merci encore. On se retrouve après la coupure pub.